8h10, bonjour à tous, c'est l'heure du grand invité dans la matinale RCF. Et ce matin, alors que les actes homophobes ont augmenté de plus de 30% l'an dernier, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur, alors que les associations de défense des personnes LGBT témoignent elles aussi de l'accroissement des agressions, alors qu'il y a quelques jours encore, en Vendée, à La Roche-sur-Yon, des jeunes gens ont agressé d'autres parce qu'ils étaient homosexuels, alors que début avril, dans sa lettre à la jeunesse, Christus Vivit, le pape François affirmait que l'Église catholique était engagée contre toute discrimination et toute violence liée à l'orientation sexuelle. Nous faisons ce matin le point sur la lutte contre l'homophobie et l'intégration des personnes homosexuelles au sein des communautés chrétiennes. Anthony Favier, bonjour. Bonjour Stéphanie Gallet. Vous êtes historien, spécialiste du genre et co-président de l'association David et Jonathan. Alors David et Jonathan, c'est une association chrétienne qui regroupe des personnes homosexuelles, hommes et femmes, qui ont une demande de spiritualité, c'est ça ? On peut dire ça comme ça, et qui existe depuis 45 ans désormais, et qui est ouverte aux catholiques, aux protestants et aux personnes qui sont en recherche spirituelle en général. Alors, l'homophobie existe, les personnes homosexuelles la rencontrent presque tous les jours ? Quand on est homosexuel, ou de manière générale une personne qui a une identité de genre différente, on fait en permanence dans sa chair l'épreuve de l'homophobie. Et je crois que c'est quelque chose qui est tellement normalisé qu'on grandit ça depuis qu'on est tout petit. On est soit efféminé, soit garçon manqué, soit on parle trop fort, pas comme il faut, d'une manière qui déplaît. Donc cette expérience, elle est tellement normalisée parfois que on ne la voit même plus. Et malheureusement, je crois que ça fait partie du quotidien des personnes LGBT. Et il faut dire que les débats sociaux qu'on a traversés depuis le mariage pour tous, et en plus les différents débats de bioéthique qui remettent cette question sur le terrain, ont encore reconfiguré la situation. Désormais, comme on peut s'afficher un peu plus ouvertement homosexuel, comme on peut prendre son copain, sa copine dans la rue, que les personnes LGBT, je pense, sont dans une démarche beaucoup plus affirmative aussi. On se retrouve dans des situations de vulnérabilité. Et les agressions de rue, les agressions dans les transports en commun, les formes de discrimination au travail et tout cela, c'est aussi la conséquence d'une plus grande visibilité. Donc on aurait le paradoxe suivant. La tolérance sociale grandit, mais d'une certaine manière, les actes de violence grandissent également. La tolérance sociale grandit, c'est vrai. On a l'impression, dans les médias, dans le monde de la culture, que l'homosexualité se banalise, que le mariage homosexuel se banalise, que même l'adoption se banalise, les familles homoparentales se banalisent. Et pourtant, on nous dit que ça a augmenté de plus de 30%, 34% même en 2018. Ce chiffre, ça vous a inquiété ? Ça vous a surpris plutôt ? Bien sûr que ça m'inquiète. Ça vous inquiète, mais est-ce que ça vous a surpris ? Bien sûr que ça m'inquiète, parce que tout acte de violence, toute parole de haine, c'est le témoignage d'un échec de la société quelque part. Mais comment l'expliquer ? Je crois que la visibilité accrue a radicalisé certaines personnes également. Et que les personnes LGBT, aussi également, aujourd'hui ne se laissent plus faire. C'est-à-dire qu'on porte plainte. Il y a une libération de la parole. Il y a une libération de la parole, comme les femmes ont pu le vivre après l'affaire Weinstein en ce qui concerne la domination sexuelle. Je crois que c'est la même chose. Des personnes qui sont victimes de LGBT-phobie, avant, elles ne le disaient pas, parce que leur parole aurait été décrédibilisée. On aurait dit, vous aviez qu'à pas vous faire remarquer, vous n'auriez pas à vous habiller de telle manière ou telle manière. Et je pense qu'aujourd'hui, la culpabilité qui a été renversée, on ne l'accepte plus. Donc du coup, on porte plainte. SOS Homophobie fait un travail formidable dans son rapport annuel. Et avec leur ligne d'écoute, ils recensent tous ces gestes, toutes ces paroles, toutes ces discriminations, et ils les rendent visibles. Donc moi, je ne sais pas comment on peut interpréter ces 30% de manière très très scientifique. C'est qu'une intuition. Mais vous aviez cette sensation que ça augmentait à ce point-là ? C'est sûr, en tant que coprésident de l'association David et Jonathan, des violences, des insultes, des messages de haine, j'en reçois, vous voyez, à l'association de manière assez courante. Cette année, c'est la première fois qu'on reçoit une lettre de menace de mort. Si on participe à la marche des fiertés, par exemple. C'est une première dans ma courte vie associative. Donc ça s'est produit l'année dernière. Donc je ne sais pas si c'est représentatif de quelque chose. Néanmoins, on voit bien qu'en ce moment, cette question, elle est source de tensions sociales. Et il y a des personnes qui sont prêtes à aller très très loin pour ne pas accepter la visibilité grandissante des personnes LGBT. Pour vous, quel est le visage de l'homophobie ? Alors l'homophobie, c'est un mot valise qui désigne plein de choses.
C'est la discrimination au travail, à l'embauche, à un service, à un emploi. C'est les actes de violence. C'est un motif aggravant. Quand vous êtes agressé dans la rue, quand vous êtes insulté et qu'on rajoute du sale PD, c'est un motif aggravant d'insulte. Mais l'homophobie, elle peut être beaucoup plus douce, elle peut être beaucoup plus insidieuse. Il y a toute une zone grise de l'homophobie. Alors là, qui ne rentre pas toujours sous le coup de la loi, mais moi que je dénonce souvent, c'est tous les discours qui conduisent les personnes à se sentir vulnérables. Exemple ? Par exemple, quand on est petit, quand on est dans une éducation religieuse ou pas, mais de type conservatrice, on va rapidement vous dire les personnes LGBT, les personnes homosexuelles, elles sont malheureuses. Les personnes qui font ce choix de vie, elles vont pas s'épanouir. C'est pas quelque chose qui conduit vers le bonheur. Donc, en permanence, on montre que c'est un désordre, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'est pas conforme aux attendus sociales. Et ça fait porter une énorme charge de culpabilité sur les personnes. Et là, je ne parle même pas des discours, des doctrines religieuses, de tous ces discours qui ont une forte normativité. Et donc que les gens C'est juste peut-être l'inquiétude des parents ? L'inquiétude des parents, oui, ou de la pas méconnaissance. Oui, en fait, je pense que les enfants, les jeunes, si c'est de ça dont on parle, ont peur de décevoir leurs parents parce qu'ils s'inscrivent pas dans l'horizon d'attente sociale commun. Dès qu'on est tout petit, on a une image assez sociale de ce qu'est une famille, de ce que l'on doit faire dans une famille, de ce que l'on peut et de ce qu'on ne peut pas faire. Et quand aux jeunes, dans les familles ou dans l'enseignement, on leur dit pas, voyez, il y a des alternatives au modèle papa, maman, enfant, c'est-à-dire on peut vivre avec quelqu'un de son sexe, on peut élever des enfants d'une autre configuration que celle dans laquelle on se trouve, évidemment, on met les personnes, les jeunes dans des situations de vulnérabilité affective. Parce qu'ils savent bien qu'ils sont différents et qu'au quotidien, ils doivent négocier avec cette différence. Anthony Favier, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de jeunes gens qui sont obligés de fuir le foyer familial à cause du refus de leur orientation sexuelle. L'association Le Refuge continue son expansion dans toute la France. Même, elle est partie de la France métropolitaine, elle s'est installée en Guyane même. Donc Le Refuge, qui est la principale association LGBT qui accueille les jeunes qui sont en rupture familiale jusqu'à la fugue ou carrément les jeunes qui sont chassés de leur foyer parce qu'ils sont homosexuels ou les jeunes filles sont lesbiennes, fait un travail formidable qui montre que c'est une réalité. C'est une réalité. Et sur ce point-là précis, le pape a bien dit qu'aussi son fils ou sa fille homosexuelle, il faut ne pas le chasser, il faut le garder avec lui à la maison. Donc sur ce point précis, malheureusement, c'est encore une réalité. Qui montre aussi que les parents, quand ils font ça, quand ils sont dans une telle violence, c'est finalement en eux, ils ont une colère. Et cette colère, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Et c'est comme s'ils voulaient réparer quelque chose. Et il fait tout un travail pour leur dire, votre enfant, il est peut-être différent. Il n'aura peut-être pas la vie que vous aviez décidé pour lui, pour elle, mais vous devez l'accepter, vous devez avancer avec lui comme ça. Anthony Favier, comment aujourd'hui on lutte contre l'homophobie ? C'est un travail d'éducation, de prévention, ça commence à l'école. Je crois qu'avec David et Jonathan, vous intervenez dans les établissements scolaires. Alors, c'est un secteur d'activité sur lequel on a été très présent ces dernières années. Aujourd'hui, on s'en retire un peu, même si on a des sollicitations parfois qui arrivent encore, parce que SOS Homophobie ou d'autres associations le font très bien. Mais l'école est un terrain majeur de l'intervention. Sur ce point, l'éducation nationale a fait quand même d'immenses progrès, puisque aujourd'hui l'information affective et sexuelle peut inclure de manière un peu plus ouverte ces questions-là. Reste pour David et Jonathan le grand souci de l'enseignement privé catholique, dans lequel il y a très très peu d'interventions d'associations type SOS Homophobie, et les associations qui font de l'éducation affective et sexuelle, on n'est pas toujours sûr qu'elles présentent un discours très inclusif et qu'elles ne conduisent pas à ces paroles que je disais tout à l'heure. Si vous faites ce choix-là, vous serez peut-être pas heureux, toute cette homophobie insidieuse et douce. Donc moi, c'est un appel que je fais souvent à l'enseignement privé catholique, ouvrez vos portes aux associations LGBT pour parler avec les adolescents. Parce que
dans l'enseignement privé, il y a aussi des jeunes LGBT. Aujourd'hui, arrivent en France, nous dit-on, des thérapies de guérison. Ça nous vient des États-Unis. Alors, il faut le redire, l'homosexualité, ce n'est pas une maladie dont on pourrait guérir. L'homosexualité, c'est pas une maladie. L'Organisation mondiale de la santé l'a dit, l'a répété. Toutes les sociétés savantes en Europe et en Occident le disent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais depuis les années 60-70, il y a des mouvements religieux qui acceptent pas cette dépénalisation de l'homosexualité. Et donc, du coup, ils ont inventé toutes sortes de discours pour continuer à dire que c'était quelque chose dont il fallait se débarrasser. Et en effet, les communautés évangéliques aux États-Unis, il faut être clair, ont mis au point, souvent entre le groupe de soutien psychologique, le groupe de parole, la session, en mélangeant tout ça, et la religion, les prières de délivrance, ont inventé ce qu'on appelle les thérapies de guérison. Alors, thérapie de guérison, ça nous vient de l'anglais, et parfois c'est une expression que moi je dis... n'imaginez pas des bains de glaçons ou des électrochocs, c'est beaucoup plus dans le psychologique. Donc et pourquoi c'est dangereux ? C'est dangereux parce qu'en permanence, ces groupes-là sont dans un fonctionnement complètement d'abus psychospirituels, parce qu'en permanence, elles sont en apparence accueillants, et puis elles disent en même temps, on dit aux personnes qui fréquentent ces groupes-là que ce qu'ils font c'est mal, et donc ça nourrit cette culpabilité. Et il y a de l'emprise mentale, de l'emprise psychospirituelle. John Harvey, qui a fondé Courage aux États-Unis, assimile l'homosexualité à l'alcoolisme, à une addiction. Donc il remédicalise la chose, et il demande que dans des groupes de parole, les gens en permanence disent s'ils ont eu ou pas des rapports sexuels devant d'autres. Je trouve ça d'une violence symbolique terrible. Et puis, donc il faut vraiment être très prudent par rapport à ce qui peut... Alors, tous ces mouvements-là disent qu'on force personne. Donc ils s'invoquent la liberté de penser ce qu'ils pensent, de dire ce qu'ils disent et de faire ce qu'ils font. Moi, je dis méfiance. Parce que quelqu'un qui est en situation d'homosexualité, qui ne s'accepte pas, est vulnérable. Et là, il ne faudrait pas qu'on ait des situations d'emprise, d'abus psychospirituels, voire plus. Et les sessions de délivrance ou d'exorcisme qui se font dans certaines communautés, là, c'est clairement voir changer l'orientation sexuelle comme ça, il faut clairement que ça soit un délit. Anthony Favier, beaucoup de choses se sont nouées au moment de l'adoption de la loi pour le mariage pour tous. 6 ans après, c'était en avril 2013. Qu'est-ce que ça a changé pour les personnes homosexuelles de pouvoir se marier ? Je pense que le mariage pour tous, pour les associations LGBT, ça a été un peu comme l'affaire Dreyfus à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire, l'affaire Dreyfus, c'était pour avoir une citoyenneté républicaine, il faut accepter ceux qui ont des confessions religieuses différentes, les juifs à l'époque. Et là, c'était le combat pour dire, si on veut une citoyenneté vraiment républicaine, il faut accepter les personnes qui ont une orientation sexuelle différente. Il faut qu'on soit capable de dire que dans la maison commune, dans la mairie, 2 personnes qui s'aiment, qu'ils soient 2 hommes ou 2 femmes, puissent s'unir devant leurs amis, devant leur famille, et que la République est capable de leur dire « vous êtes aussi nos enfants ». Et vous avez une place dans la société telle qu'elle est. Et donc du coup, en-delà de toute considération bioéthique, le mariage, ça a été vraiment un grand combat pour dire que les personnes LGBT avaient leur place dans la société et qu'il existait un futur pour elles et qu'elles étaient reconnues par d'autres, et ça, c'était très très important. Alors ça, c'était la place des personnes homosexuelles dans la société et dans l'Église. Est-ce que ça va mieux ? Alors, l'Église, en ce qui concerne l'Église catholique, j'imagine, vous m'interrogez, parce que, vous voyez, l'Église protestante unie de France, on fait les bénédictions de mariage homosexuel dans les paroisses qui l'acceptent, donc les situations sont très, très contrastées. On est loin de là dans l'Église catholique, mais soyons honnêtes, depuis les 2 synodes sur la famille, et le pape François, le « qui suis-je pour juger », les phrases que vous avez rappelées, même le dernier synode de la jeunesse qui dit qu'on est beaucoup interrogé sur les personnes LGBT, chez les jeunes, que faire. La tonalité, l'atmosphère a véritablement changé. Aujourd'hui, entre 1/3, voire 40% des diocèses de France sont des propositions pour les familles ou les personnes concernées par l'homosexualité. C'est dur d'évaluer tout ce qui se fait dans ces diocèses, mais moi je salue tout cet effort, cet immense effort pour vraiment faire appliquer à Maurice Laetitia. Restent toujours les questions problématiques. Moi, je pense qu'il y a toujours des discriminations. Depuis 2005, les personnes homosexuelles ne peuvent pas être ordonnées prêtres. Pourquoi ? Ou qui soutiennent la culture gay ne peuvent pas être ordonnés prêtres. Pourquoi ? Pourquoi des personnes qui sont dans l'enseignement privé catholique ne peuvent pas devenir directeurs d'établissement ?
On peut être un professeur dans l'enseignement catholique, gay ou lesbienne, et avoir d'excellents résultats. Pourquoi on ne pourrait pas devenir chef d'établissement? C'est encore de l'ordre de la discrimination. Et enfin, je faisais un débat récemment avec un rabbin qui disait aujourd'hui, les personnes LGBT, elles n'ont pas besoin d'être accueillies comme des malades. Elles ont besoin qu'on leur donne l'ampleur des secours spirituels et qu'on leur témoigne de leur amour et qu'elles ont une place dans notre communauté. C'est la même chose pour les personnes LGBT dans l'Église catholique. Alors sans demander le mariage, le sacrement du mariage, mais au moins une bénédiction, des bénédictions ou des gestes, une prière après que les personnes se marient, être capable de leur dire, dans nos lieux de culte, on est capable de vous poser un geste d'amour et de fraternité. Anthony Favier, vous êtes un chrétien homosexuel heureux? Je pense. Je pense. Ou c'est encore compliqué? Je voudrais sortir de la question de l'homosexualité, ce douloureux problème. Évidemment, tout ce que on s'est dit sur l'homophobie, la violence, les discriminations, ça existe. Néanmoins, j'espère que j'arrive à un point de ma vie où je peux me dire heureux, où j'essaie de fonder quelque chose avec mon copain que j'aime et toutes les personnes qui m'accompagnent dans cette aventure-là. Je continue d'avoir un lien avec mon église, donc oui, j'espère que c'est possible et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à être dans cette situation-là. Merci beaucoup Anthony Favier. Je rappelle que vous êtes le coprésident de l'association David et Jonathan.